se battent arbre à arbre. Nous avons 23 appareils aériens qui se relaient aussi pour l'eau, pour le retardant. 1192 gendarmes qui aussi avec l'appui des sentinelles aident à l'évacuation, patrouillent le soir dans les zones évacuées pour assurer la sécurité. Et puis nous avons un pompier blessé en plus aujourd'hui, ce qui porte le nombre à 110. Voilà. De leur côté, les forestiers, en lien avec les sapeurs-pompiers, ont continué ces coupes tactiques pour priver le feu de combustible. Et donc, je vais laisser le président... Il y a 127 km à faire, on en est à 121. On a 127 km à faire, on en a fait 121 à l'instant même. C'est pour ça que ça évolue tout le temps. Voilà, donc ça c'est important, pare-feu, retardant et combinaison de moyens aériens, moyens terrestres qui attaquent le feu. Voilà, donc la situation reste compliquée, c'est évident, on n'est pas sorti d'affaire, mais nous avons aussi de bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est que, vous le savez, au cours des premiers jours, on a évacué 2400 personnes âgées qui étaient dans des EHPAD et toutes, désormais, ont trouvé, avec l'aide de l'Agence régionale de santé, un point de chute dans un EHPAD ou dans un établissement adapté. Après évaluation de la situation et de l'analyse des risques, je vais proposer aux habitants, aux maires et aux habitants de 3 communes qui n'ont pas connu de feu de réintégrer leur domicile à 2 conditions. À 2 conditions, et elles sont impératives. 1, qu'ils laissent leur portable allumé et qu'ils suivent strictement les consignes de sécurité. S'ils reçoivent de nouveau un FR alerte, ils devront partir. 2, avoir un sac prêt à partir, mais s'ils le souhaitent, ils pourront rentrer. Il s'agit à ce stade des communes du Haillan, de Mérignac extra-rocade et de Hésine extra-rocade. Voilà, on va essayer d'adapter notre réponse au fur et à mesure de l'évolution des risques et du feu. On pourra éventuellement demander une autre évacuation si c'est nécessaire, mais pour l'instant, cela ne nous semble pas nécessaire. Pour les vacances, les vacanciers, les touristes, etc., si on veut venir faire du tourisme en Nord-Garonne, pas de problème, on est tout à fait en sécurité. Au nord de la Garonne, le feu ne passera pas. Pour le sud Garonne, on peut venir, je n'ai pas interdit l'accès au territoire, il n'y a pas eu de texte interdisant aux touristes de venir ici, mais évidemment, si on veut aller au sud de la Garonne, interdiction d'aller dans les zones brûlées ou sous le feu, ça va de soi. Et pour le reste, si on veut aller passer ses vacances sur la façade atlantique, eh bien, il faut prendre ses dispositions et vérifier que tout se passe bien et être prêt aussi à être évacué si c'était nécessaire. Ensuite, pour les festivals, manifestations culturelles et sportives, on va par cohérence appliquer un peu le même principe. Au nord de la Garonne, pas de problème pour qu'ils se tiennent. Je préférerais que les maires ou les organisateurs ne choisissent pas un pré bien sec pour organiser ces manifestations lorsqu'elles se tiennent à l'extérieur. Et j'aimerais aussi que les organisateurs soient économes des forces de sécurité intérieure qui ont d'autres choses à faire que de sécuriser des festivals. Au Sud-Garonne, je propose que les maires, au cas par cas, saisissent la préfecture et nous déciderons avec les sapeurs-pompiers et les gendarmes ou les policiers en fonction de l'évaluation des risques. Demain, nous allons, vous le savez, à partir de 12h, retourner en vigilance, canicule vigilance orange, et nous aurons des vents de 40 km/h, plutôt dans le sens ouest-est. Voilà. Si vous avez des questions pour ceux qui m'entourent, ça laisse. Vous confirmez avoir demandé à la métropole d'abattre 17 hectares d'arbres autour de l'aéroport? Je n'ai pas connaissance de cette demande, mais... C'est une information qui est circulée, donc vous ne la confirmez pas? Je ne la confirme pas à cette heure, non. Des riverains de la commune du Porge organisent des filtrages à toutes les entrées de la commune. Ils nous ont indiqué qu'ils le font avec l'appui de la gendarmerie. Est-ce que vous le confirmez? Non, je ne confirme pas ce point, cette idée. Nous sommes à ce stade suffisamment dimensionnés entre les moyens organiques du groupement, tous les renforts qui me sont alloués, donc du national, du régional et d'ailleurs, appuyés, comme Madame la Préfète l'a indiqué, par les forces de sentinelle. À ce stade, ça ne m'apparaît pas nécessaire. Vous, Madame la Préfète, vous étiez au courant ou pas de ces filtrages?
Non, non. On peut organiser en milice quand même et ils interdisent toute entrée, toute sortie, Non, mais même pour les forces de l'ordre quand même, même pour les pompiers. C'est les gendarmes et les policiers en zone police qui doivent assurer la sécurité, la circulation, et les individus doivent... voilà, on n'a pas besoin de gens qui s'auto-organisent, c'est au rôle de la gendarmerie et de la police d'agir. Ça fait des jours que les forces luttent contre les feux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'état? Excusez-moi, j'ai pas entendu votre question. Pour répondre à monsieur, les pompiers, on passe partout, il n'y a personne qui nous arrête. Nous, on a eu des contrôles, ils nous ont demandé avec le nombre de voitures qui on était, etc. Oui, mais vous, mais pas les pompiers. Ils ont bloqué une voiture de pompiers. Oui, pour demander peut-être l'autorisation, mais nous, on passe, vous inquiétez pas, on n'a aucune remontée, et j'ai fait tout le secteur. À chaque fois, on nous a laissé passer avec bienveillance. Merci. Madame. Alors, ça fait des jours que les forces luttent contre les feux. Que pouvez-vous nous dire aujourd'hui sur leur état de morale? Est-ce que c'est la fatigue qui s'installe? Oui, alors bien sûr que la fatigue s'installe, mais on est aussi rentré malheureusement dans une sorte de turnover de nos effectifs qui fait que ceux qui sont fatigués, on arrive à les faire reposer, puis à les faire remplacer et à les faire relever. Donc on arrive toujours à maintenir le niveau maximal d'engagement de nos troupes, quel que soit le jour et la nuit. Et je dirais que, bien évidemment qu'on est fatigué, bien évidemment, comme a dit Madame la Préfète, on lutte arbre par arbre pour tenter de maîtriser ce feu catastrophe qui n'a jamais été connu en France. Et aujourd'hui, même si la situation aujourd'hui a été plutôt favorable de notre côté, elle demeure quand même très instable pour nous. La vérité de ce moment n'est peut-être pas la vérité de dans 5 heures, 6 heures ou celle de demain. Donc on est extrêmement prudent, on travaille, on traite les départs de feu, on traite les reprises de feu, on traite les lisières avec nos amis de la DFCI, avec nos amis militaires, avec nos amis dans les avions, de manière à stabiliser au maximum. Pour vous donner un ordre d'idée, nous avons 140 à 150 km de lisières à traiter. C'est absolument gigantesque. On n'avait jamais vu ça. Ce sont des heures et des heures à travailler dans le sable, à aller chercher le feu. Donc grâce aux bulles, grâce à nos engins 4x4, nous arrivons à le traiter, mais c'est extrêmement compliqué. Et ce que je vous dis là maintenant, ça peut tout à fait changer demain. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que oui, les sapeurs-pompiers, les gendarmes sont fatigués, les équipes de la préfecture aussi, et les habitants, et les maires. Les maires sont là, ils ne ménagent pas leur peine. Hier, j'étais au port, aujourd'hui, j'étais à Lacanau. Tout le monde, mais il y a un formidable élan de solidarité. Il y a de l'union et de la cohésion entre les soldats du feu. Et il faut qu'on soit tous derrière eux. Et de même, il y a un grand élan de solidarité, d'organisation et de débrouillardise de la part des élus qui cherchent parfois avec juste le cœur à apporter le nécessaire à leurs habitants et à les rassurer. Donc voilà, je voulais dire que c'est tout le monde qui doit être absolument mobilisé et uni. Madame la Préfète, nous vient d'apprendre qu'un collectif s'est formé au Porche pour engager une action judiciaire. Plusieurs des habitants que nous avons filmés, ainsi qu'un pompier volontaire, nous ont affirmé avoir été délaissés et ils ont même eu l'impression que les moyens avaient été détournés de leur village au profit d'autres zones. Qu'avez-vous à leur répondre? J'ai répondu déjà hier que le temps n'était pas au compte-rendu, le temps n'était pas au retour d'expérience, le temps est à l'action. Donc, une fois que cet épisode terrible sera achevé, eh bien, on regardera si les habitants du Porche ont été abandonnés. Je peux vous dire que j'en doute beaucoup. Est-ce que la 400M a été déployée aujourd'hui ou est-ce qu'il sera redéployé dans les prochains jours? Alors, la 400M, je pense qu'il est déployé pour déposer du retardant quand il n'y a pas de feu, puisque c'est un outil qui est particulier, qui n'a pas été conçu pour le feu, donc il faut l'utiliser à bon escient. Voilà. Déployé tous les jours? Si, peut-être, mais là, j'ai pas le dernier horaire du vol de la 400M. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà pour cette conférence de Sophie Broca, la préfète de Gironde, depuis Lège-Cap-Ferré, en direct sur CNews et sur Europe 1, dans cette édition spéciale de Punchline, consacrée aux incendies, aux feux, et notamment en Gironde, avec ces nombreux feux qui sont en train de reprendre dans différents endroits de ce département. On sera dans un instant avec Régine Delfour et Florian Doré à Le Temple, où il se trouve à 300 mètres d'un nouveau départ de flammes, et un incendie qui est déjà
en train de prendre une ampleur relativement importante. On sera avec eux dans un instant, mais juste avant, on est en direct avec Patrick Chavada, qui est membre de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Bonsoir Monsieur Chavada, merci d'être en direct avec nous sur CNews et sur Europe 1. Vous venez d'entendre la préfète de Gironde s'exprimer sur la situation actuelle, et c'est vrai que si les feux sont fixés dans différents départements, notamment dans les Landes, notamment dans le Var, la situation en revanche en Gironde est extrêmement préoccupante. Oui, effectivement, comme l'a dit Madame la préfète, on a du vent qui va arriver de l'ouest, donc qui va pousser les fumées vers la terre, on a des températures qui remontent. On voit qu'on a des réactivations de points chauds en différents points de ce feu qui, comme l'a dit le colonel, il y a 150 km de lisière, ce qui est énorme pour un feu. Et effectivement, on traite au cas par cas les différentes lisières, en sachant qu'on a toujours nos enjeux qui sont les vies humaines, mais là, on a procédé à des évacuations de masse. Et donc, on protège les enjeux qui sont d'abord les biens, les zones commerciales. Et donc, on va axer sur ces éléments-là. Là, les images qu'on voit à l'écran, on a effectivement un feu qui progresse, mais on arrive sur une zone qui est agricole. Donc, le feu va s'arrêter de lui-même sur ces endroits. Et donc, on se sert justement de ces zones tampons qui nous permettent de temporiser le feu et de pouvoir, au moins, si on ne peut pas le fixer, au moins de le stabiliser. Vous parliez évidemment de la préservation de la vie humaine avec ces nombreuses évacuations, préservation des biens, mais évidemment la vie aussi des soldats du feu qui doit être préservée. Je précise quand même qu'un pompier a perdu la vie, un de plus malheureusement hier dans les Bouches-du-Rhône, qui porte à 4 le nombre de sapeurs-pompiers décédés depuis le début de ces incendies. Les pertes sont donc lourdes pour les pompiers de France, pour les familles également de ces pompiers. Oui, effectivement, une pensée émue pour nos collègues qui sont tombés au combat. Mais vous savez, les familles de sapeurs-pompiers, quand on est sapeur-pompier, que ce soit professionnel ou volontaire, c'est un engagement citoyen et nos familles sont à nos côtés. On ne fait pas ce métier, je veux dire, contre la vie de nos familles. Et donc, effectivement, il y a de l'anxiété, il y a de l'angoisse pour nos familles et pour nos collègues qui sont sur le terrain. Mais je dirais que malheureusement, ça fait partie du métier, ça fait partie du quotidien. Notre objectif, c'est que tout le monde rentre à la maison. Et donc, effectivement, on fait attention. Comme il a été dit, on a un turnover de nos effectifs. On a, entre guillemets, des troupes fraîches qui arrivent derrière remplacer les collègues qui sont fatigués, qui sont épuisés, mais toujours motivés. Et donc, on arrive maintenant, parce que le feu dure depuis plusieurs jours, à faire un turnover de nos personnels. Et effectivement, les blessés que l'on rencontre, on en a eu un aujourd'hui, mais bien évidemment, c'est dû à la fatigue. Et donc, quand on est fatigué, on est un petit peu moins vigilant. Et donc, on a des entorses de cheville, on peut avoir des fractures de cheville, on a des intoxications, notamment par les fumées aussi. Et donc, tout ça, c'est pris en compte par nos divisions santé, puisqu'on a des médecins, des infirmiers qui sont avec nous, qui nous accompagnent et qui sont en arrière-plan pour nous prendre en charge quand il y a un souci. La fatigue physique, la fatigue mentale également des pompiers dans ces incendies et ces feux qui ne semblent malheureusement pas terminés. On pense bien fort évidemment à vos collègues. Merci beaucoup Patrick Chavada d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes donc membre de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. On va marquer une courte pause. On va revenir bien sûr avec les toutes dernières informations à suivre bien sûr en direct sur CNews et sur Europe 1. Édition spéciale de Punchline consacrée à ces feux. Plus de 42 000 hectares de végétation partie en fumée en Gironde, 222 000 personnes évacuées, plusieurs centaines d'habitations qui ont été détruites. La situation est absolument terrible. On va continuer d'en parler dans un instant. Restez avec nous en direct sur CNews et sur Europe 1. Une nuit et un début de journée plutôt calme et des feux plutôt stabilisés du côté de la Gironde. Eh bien, des reprises de feux ont été recensées un petit peu partout dans ce département fortement marqué, fortement touché par ces incendies un petit peu qui ont causé énormément de dégâts. On le dit, plus de 240 habitations ont été détruites, 222 000 personnes ont été évacuées, 42 000 hectares partis en fumée. On va continuer d'en parler avec nos équipes sur le terrain et notamment Régine Delfour. Régine qui est avec Florian Doré du côté de Le Temple. Régine, Le Temple qui est marqué par un nouveau départ de feu. Vous êtes tout près des flammes et de la fumée, des flammes qui sont en train de progresser à une vitesse impressionnante.
Oui, Michael, nous sommes à peine à 300 mètres de cette reprise de feu. Alors, on aperçoit donc ces nuages de fumée noire. Donc, quand c'est noir, ça veut dire que ça brûle, que ce feu n'est pas du tout maîtrisé. Et là, ça brûle, il y a du combustible, il y a surtout beaucoup de fougères. Donc, on aperçoit aussi des flammes entre les arbres, puisqu'il y a ces fougères donc, qui sont en train d'être brûlées. Donc, ces reprises, en fait, on y assiste, Michael, depuis toute cet après-midi dans cet endroit au niveau du temple, puisque nous sommes pas très loin de Saint-Médard-en-Jalles, et en fait on est à quelques kilomètres, une quinzaine de kilomètres de la métropole bordelaise. Alors on a pu s'entretenir avec le propriétaire de cette parcelle, la parcelle sur laquelle nous nous trouvons, avec Florian Doré, qui assiste d'une façon impuissante à cette reprise, à ces reprises, puisque sur cette parcelle de plusieurs hectares, en fait, il a plusieurs reprises de feu, et il nous confie en fait son désarroi, ce désarroi de beaucoup de propriétaires, de savoir que les autorités ont fait le choix de laisser brûler. En fait, il faut laisser brûler, puisqu'il y a eu des constructions de pare-feu. Ils espèrent pouvoir stopper ce feu qui n'est pas maîtrisable, en fait. Michael, il est incontrôlable, ce feu. Il est incontrôlable notamment à cause des vents, ce vent qui tourne sur lui-même. On a assisté même hier avec Florian Doré à une tornade. C'est extrêmement impressionnant, ça va très très vite. Alors là où nous nous trouvons, nous pouvons avoir des sautes de feu d'ici je pense peut-être une heure, parce qu'à la lisière, il y a des combustibles qui vont être brûlés. Mais heureusement, sur cette parcelle, il y a beaucoup de maïs. Et comme nous l'expliquait le propriétaire, en fait, ce maïs qui est vert, qui est gorgé d'eau, va être en fait un frein pour ce feu. Mais en fonction du vent, il va essayer de progresser. S'il y a d'autres sautes, eh bien, c'est évidemment une course contre la montre pour tous ces sapeurs-pompiers qui sont mobilisés pour évidemment éviter que ce feu n'atteigne la métropole bordelaise, n'atteigne Bordeaux, et c'est avec évidemment un déchirement quand on échange avec ses propriétaires, avec ses habitants. Je vous rappelle quand même qu'il y a 240 maisons qui ont brûlé, il y a des familles entières qui ont tout perdu, et depuis près d'une semaine, nous sommes ici en train d'assister d'une façon totalement impuissante à cet incendie. Et alors Régine, je le dis aussi pour les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent, les images sont impressionnantes. Il y a une couche de fumée extrêmement épaisse que l'on voit, énormément de fumée. Vous nous dites que vous êtes à 300 mètres environ de cet incendie. J'imagine qu'il fait très chaud là où vous vous trouvez. Oui, il fait extrêmement chaud. Alors déjà, il fait chaud puisque les températures ont augmenté aujourd'hui par rapport à hier. Et puis, il fait chaud parce que le feu est proche. Hein. On voit ces flammes, on les voit vraiment à quelques mètres de nous. Alors, on a cette chance, Michael, c'est que le vent n'est pas dans notre direction. Donc, nous ne sommes pas atteints par ces nuages de fumée. On a par contre parfois des retombées de cendres qui sont au-dessus de nous. On a vu des Canadair qui sont arrivés, qui ont jaugé en fait la situation, mais qui ne sont pas intervenus, puisque le propriétaire donc de cette parcelle nous disait que les autorités préféraient laisser brûler. C'est un choix fait par les autorités ici, un choix qui est plutôt contesté, hein, je dois vous l'avouer, par la population ici en Gironde. Alors oui, il y a ces flammes, il y a cette chaleur, et c'est vrai que ce nuage noir épais face à nous, c'est extrêmement impressionnant. Merci beaucoup, merci Régine Delfour, et merci à Florian Doré qui vous accompagne depuis le Temple en Gironde. On va retrouver à présent dans la commune de Sainte-Hélène, actuellement le maire de Sainte-Hélène qui est notre invité sur CNews et sur Europe 1 ce soir, c'est Lionel Montillot. Bonsoir monsieur le maire, merci d'être en direct avec nous sur nos deux antennes. Monsieur le maire Lionel Montillot, vous êtes, ce que je vois, hein, vous êtes dans un gymnase qui semble avoir été aménagé avec pas mal de choses pour les personnes qui sont en difficulté actuellement, c'est bien ça ? Oui, bonsoir. Alors c'est un gymnase qui est aménagé depuis le premier jour, pas pour les personnes qui sont en difficulté, mais pour l'accueil de toutes les personnes qui interviennent sur le feu. Donc on reçoit ici 2 colonnes de pompiers qui viennent se ravitailler, manger, se reposer, dormir, passer leur courte nuit, mais aussi tous les agriculteurs, tous les bénévoles de la DFCI et toutes les bonnes volontés qui viennent lutter contre ce feu très compliqué à maîtriser.
Ah oui, donc là, ce sont des bénévoles qui se sont organisés au sein de votre commune pour justement apporter à manger, pour organiser des choses pour les pompiers, pour toutes les personnes qui sont mobilisées sur ces feux. La commune de Sainte-Hélène, elle a été évacuée, monsieur le maire ? Oui, elle a été évacuée vendredi. D'accord. Combien d'habitants vivent au sein de votre commune ? 3200, donc ça fait quand même un petit peu de monde à évacuer en 3-4 heures. Comment est-ce que ça s'est passé ? Ça s'est passé en journée ? Ça s'est passé dans la nuit ? Racontez-nous. Ça s'est passé le soir, on a reçu un coup de fil de la préfecture pour nous dire qu'il fallait évacuer et puis un petit renfort de gendarmerie pour prévenir les gens. Donc on a communiqué sur les réseaux sociaux. On s'en doutait pas vraiment, on pensait qu'on allait passer au travers de cette évacuation et puis finalement on allait faire du porte-à-porte, communiquer, rassurer les gens tout en leur disant que c'était par principe de précaution et puis pour laisser les autorités travailler, ne pas être exposés aux fumées, et on les a envoyés vers Bordeaux-Lac et la majorité, la très grande majorité des habitants est parti sans aucune difficulté. Donc ça veut dire, pour qu'on comprenne bien, ça veut dire que c'est vous avez reçu vous un coup de téléphone de la préfecture pour vous demander d'évacuer et c'est vous qui avez demandé donc à la gendarmerie de procéder à ces évacuations ? Non, c'est le sous-préfet qui nous a appelé pour nous demander d'évacuer, nous dire qu'il fallait évacuer et qui nous a envoyé la gendarmerie en renfort pour accompagner la démarche d'évacuation. Et donc ce sont et les élus et les gendarmes qui sont allés. Les gendarmes tout seuls, c'est pas forcément rassurant. Les élus, les gens les connaissent, ça peut rassurer. Donc ça a accompagné pour que ce soit plus apaisé et c'était très apaisé. Bon, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes voilà, dernière question. Dans quel état d'esprit est-ce que sont vos administrés ? Est-ce que vous avez gardé vous avez des contacts ? Vous savez où est-ce qu'ils se trouvent actuellement ? Alors on ne sait pas où est-ce qu'ils se trouvent tous, mais par contre on a beaucoup de contacts, ils envoient des messages, c'est une petite commune, donc des coups de fil, des SMS, sur les réseaux sociaux aussi on est contactés. Ils s'inquiètent beaucoup pour leurs animaux qui sont restés ici, donc on a mis en place une cellule pour accompagner ça. Surtout ils sont très impatients de revenir, mais vu la journée qu'on a passée aujourd'hui, on sent bien que ça ne va pas être tout de suite. Merci beaucoup, merci Lionel Montillot, maire de Sainte-Hélène, merci à vous d'avoir été en direct avec nous sur CNews et sur Europe 1, merci à Mathilde Ibanez et Antoine Durand qui vous ont mis à l'antenne. Après une nuit plutôt calme, une stabilisation, après des feux qui se sont stabilisés ces dernières heures, eh bien, plusieurs reprises de feux ont été recensées un peu partout dans le département de la Gironde. On va faire le point justement avec ce sujet de Marie-Victoire Dieudonné, Axel Rebaud et Sarah Varny. L'accalmie n'aura pas duré très longtemps. Bien que l'incendie soit toujours stabilisé, une importante reprise de feu est constatée dans le secteur de Lège-Cap-Ferret. Aux côtés des pompiers, certains habitants tentent d'éteindre les flammes. On essaye de parer un peu les flammes, quoi. On fait ce qu'on peut avec les petits moyens qu'on a. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ? On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et vous êtes pompier, quel est votre statut ? On pas charpentier sur Lège-Cap-Ferret. On fait ce qu'on peut. La Gironde est frappée par plusieurs reprises de feu, accentuée par une météo défavorable entre hausse des températures et vent tournant, qui fait craindre une aggravation de l'incendie. Des flammes qui se propagent notamment vers Lacanau. Nous avons décidé d'une évacuation partielle, partielle de Lacanau qui concerne les campings, les résidences de tourisme, les villages de vacances et parcs de loisirs, notamment au regard de la fragilité de leur structure face au feu. Tentes, chalets bois et autres. 4000 personnes ont dû quitter leur logement touristique. Une évacuation dans le calme qui, pour ces touristes, marque la fin des vacances sous les fumées. Voilà, plusieurs reprises de feu en Gironde, dans ce département fortement touché. Les moyens mobilisés, plus de 2800 pompiers, 18 moyens aériens, 1500 militaires, 1500 membres des forces de l'ordre. Et puis 103 km, on en parle beaucoup de ces pare-feux, 103 km de pare-feu qui ont déjà été installés, qui ont déjà été créés pour tenter de stopper, de ralentir ces incendies, ces différents feux qui sont en train de reprendre, comme vous le voyez sur ces images en direct, notamment depuis la commune de Le Temple. On va partir à Lacanau à présent, rejoindre Marie-Victoire Dieudonné et Axel Rebaud. Bonsoir Marie-Victoire. Lacanau, où également l'inquiétude gronde, puisque par mesure de précaution, près de 4000 vacanciers ont été évacués ces dernières heures.
Oui, exactement, Mickaël. 4000 vacanciers ont été évacués. Mais pour autant, une fois cette situation gérée, eh bien, le feu et la solidarité qui doit s'exercer pour venir justement en soutien, en appui des pompiers qui continuent de lutter contre le feu, eh bien, cette solidarité, elle est toujours absolument nécessaire. Et nous sommes ici précisément sur la base Vie, un lieu, un centre névralgique très important pour venir en soutien aux pompiers, aux militaires et aux agriculteurs qui luttent contre les flammes depuis plusieurs jours déjà. Et nous sommes précisément en compagnie de Yann qui passe de nombreuses heures ici, nuit et jour, depuis un certain nombre de temps. Vous allez nous l'expliquer. Racontez-nous où nous sommes, quel est l'enjeu de ce lieu et qu'est-ce qui s'y vit précisément aujourd'hui. C'est simple, hein, c'est le lieu de vie, on appelle ça le PC de Lacanau. C'est l'endroit où les gens viennent se restaurer, viennent reprendre des forces, viennent aussi passer un moment agréable. Et on est là pour leur donner un peu de soutien moral et surtout leur remplir l'estomac et leur faire passer un agréable moment ici. Donc là, on voit les différents pôles qui ont été mis en place. Il y a à la fois de la nourriture, mais aussi un pôle de santé pour ceux qui en auraient besoin. Exactement. Ici, c'est vraiment l'endroit où tout le monde vient se restaurer, vient faire une petite pause parce qu'il faut lutter un petit peu contre les flammes. Et puis chacun amène un petit peu de son aide, chacun avec ses moyens. Et l'objectif, c'est que la solidarité soit au milieu de cette place. Pour qu'on se rende compte un petit peu de l'ampleur de ce qui peut se jouer ici, même le volume est assez important. Combien de repas sont préparés ici? Combien de bénévoles s'activent ici? Alors, je ne peux pas mesurer exactement le chiffre, mais je vais essayer de me lancer un petit peu. On est à peu près entre 70-100 bénévoles qui se relaient H24. Ça tourne la nuit, le jour, tout le temps. Et ensuite, on doit servir, je pense, entre 400 et 500 repas par jour. Et c'est beaucoup. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être nombreux, mais ça se passe super bien. C'est très bonne ambiance. Et puis en plus, c'est dans la joie et la bonne humeur. Et les gens qui sont en première ligne, qui éteignent le feu, les bénévoles, les pompiers, les gendarmes qui aident au fonctionnement, et ainsi que les militaires, trouvent ici un agréable endroit de repos. Il y a en effet beaucoup de satisfaction, j'imagine, à se rendre utile, mais aussi beaucoup de travail et d'émotion. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots comment est-ce que vous avez vécu ces derniers jours? Quelle émotion principale est à l'œuvre? Qu'est-ce qui vous anime? Alors moi, enfant du pays, je suis né ici, c'est la 6e génération malgré tout. Donc c'est normal, j'ai fermé mon école de surf vendredi après-midi quand les flammes étaient tout proches. Et depuis, je suis là depuis samedi matin pour aider à mener mon aide. Je suis pas hyper à l'aise avec les fumées, c'est pour ça que je vais pas sur le front. En revanche, tout ce qui est logistique et donner un petit peu de son aide, ça se fait naturellement et très facilement. Merci beaucoup Yann pour à la fois tout ce travail et puis pour le fait de visibiliser toutes ces personnes qui se relayent parfois sur leur temps de travail. Ici, ce qui est vraiment très marquant, c'est la solidarité qui est au cœur avec des personnes issues de différents statuts. Vous avez des militaires, vous avez des professionnels qui prennent du temps ici, vous avez évidemment des gardes forestiers. Tout un univers, toute une micro-société qui se réunit ici précisément sur cette base vie pour encore et toujours porter appui aux sapeurs-pompiers qui luttent contre les feux. La solidarité qui est à l'œuvre, hein, Marie-Victoire Dieudonné, autour de vous sur cette place de Lacanau. On le voit dans une ambiance plutôt conviviale. On imagine qu'il y a tout de même de l'inquiétude, évidemment, qui est là et qui, malheureusement, forcément, ces personnes ne sont pas forcément tous rassurés par ce qui est en train de se passer dans cette région et dans ce département. Oui, exactement. Les dernières informations que nous avons eues à travers le sous-préfet, mais aussi à travers la préfète, rappellent bien aux bénévoles qui sont là que la situation est loin d'être maîtrisée. Il va falloir se battre. Mais ce qui est intéressant, c'est que ici, on a vraiment des habitants qui vivent un petit peu au jour le jour. C'était d'ailleurs les mêmes échanges, la même dynamique qu'on retrouvait avec les bénévoles que nous avons pu rencontrer hier. Cet instinct de survie qui fait qu'on va d'abord être dans le concret,
vrai, on va être dans l'instant présent et jour après jour essayer d'avancer coûte que coûte et donc aussi de garder la bonne humeur et une vraie solidarité parce que on sent vraiment ici la nécessité de se serrer les coudes, évidemment, parce que la bataille est loin d'être gagnée. Oui, parce qu'on est tous dans le même bateau, hein. C'est un peu ça l'idée aussi. Merci beaucoup Marie-Victoire Dieudonné depuis Lacanau. Merci à Axel Rebaud qui vous accompagne. Édition spéciale de Punchline sur CNews et sur Europe 1, 18h31. On va continuer bien sûr de décrypter avec vous les toutes dernières informations autour de ce méga feu, de ces reprises de feu également en Gironde où près de 2800 pompiers sont toujours mobilisés, 42 000 hectares brûlés, 222 000 personnes évacuées, 240 habitations détruites, et puis plus de 93 pompiers blessés, 4 pompiers ont perdu la vie depuis le début de ces incendies, ce qui est évidemment dramatique. Et puis je l'évoquais tout à l'heure, je parlais de cette centaine de kilomètres de pare-feu déjà créés. On va en parler justement de ces pare-feux dont on parle, qui ont évidemment pour mission de ralentir les flammes, les pare-feux qui sont évidemment extrêmement nécessaires. Des centaines d'hectares de pins sont abattus volontairement pour permettre donc la mise en place de ces pare-feux. À quoi servent-ils exactement? Écoutez les explications d'Aurélie Denonin. Et puis juste après, on sera avec Patrick Marlière, qui est météorologue et puis qui va nous parler des prévisions. Parce que vous le savez, la météo est redevenue l'ennemi numéro 1 des pompiers dans cette guerre acharnée contre les flammes. Des dizaines de mètres de forêt rasés en un temps éclair. À Marche-Prime, en Gironde, machines de chantier, abatteuses, broyeuses déracinent les pins un à un, comme on arrache de mauvaises herbes. Elle laisse derrière elle un gigantesque no man's land de sable blanc, un pare-feu pour casser l'avancée des flammes. On élargit, on fait donc une zone d'appui pour exporter la matière, la couper, l'exporter. On sort la matière de la zone, de manière à ce que le feu n'ait plus rien à manger, en gros, quand il arrive là, et qu'il baisse en intensité. Le principe est simple, ne pas donner de combustible au feu au cas où il arriverait. Cette bande de sable sert aussi de zone d'appui, une ligne de défense ultime depuis laquelle les pompiers attaquent le foyer sans risquer d'être encerclés. En 24 heures, 22 km de pins ont été coupés, une centaine de kilomètres depuis le début du sinistre, avec près de 200 engins mobilisés. Certains élus et des représentants de la filière bois demandent des pare-feux permanents plutôt que de travailler dans la précipitation. Voilà donc pour ce sujet d'Aurélie Denonin sur ces fameux pare-feux qui ont évidemment une grande nécessité. On est avec Patrick Marlière qui est météorologue. Bonsoir Patrick, merci d'être en direct avec nous sur CNews et sur Europe 1. On l'a vu déjà, hein, ça y est, la reprise des feux, plusieurs reprises de feux même en Gironde avec ces vents qui tournent, l'augmentation de la hausse des températures, la baisse également de l'humidité. C'est ce qui était malheureusement prévu. Est-ce que ça va durer dans les prochaines heures? Est-ce que ces conditions vont rester défavorables? On nous disait ce matin que les 48 prochaines heures allaient être décisives. Effectivement, et justement, il s'ouvre une petite fenêtre en fin de journée, en soirée et en cours de nuit. Alors là, les rafales de vent, je regardais à l'instant, soufflent encore à plus de 30 km à l'heure à Bordeaux et à Lacanau, mais ils vont baisser en soirée et en cours de nuit, ils seront vraiment faibles ces vents, ce qui fait qu'il y aura une longue période entre la première partie de nuit et ce mercredi jusqu'à la mi-journée, où les vents, comme ce matin, seront beaucoup plus faibles. Donc là, la situation, pour le court terme, ça va. En revanche, effectivement, ce mercredi, la chaleur qui s'est déjà installée aujourd'hui, elle va encore monter d'un cran demain, où là, on va dépasser les 40 à 41 degrés. Donc, vous l'avez dit, hein, forte chaleur, l'humidité, évidemment, qui baisse près des sols, donc sécheresse qui s'accentue, des rafales de vent à plus de 50 km à l'heure. Alors, ce mercredi, il sera vraiment à haut risque, hein, de nouveau, sur l'ensemble des deux départements, principalement sur la Gironde. Mais en tout cas, voilà, la situation ne va pas s'améliorer demain dans la journée. C'est la situation, la grande veille, ça sera à partir de demain midi jusqu'à quasiment jeudi matin. Ensuite, quand je regarde les températures, vous surveillez ce qui va se passer dans les jours à venir, hein, ce que vous me posiez tout à l'heure comme question. Pour autant, je regarde dans les 15 jours à venir, les températures resteront à Bordeaux au-dessus de 30 degrés. Ça, ce sont des températures donc, que vous nous donnez en journée. Est-ce que ça baisse tout de même en soirée? Parce que nous étions tout à l'heure avec des pompiers qui nous expliquaient que, évidemment, le soir,
la nuit, les interventions sont beaucoup plus limitées, puisque notamment toutes les interventions aériennes sont impossibles la nuit. Mais en revanche, ils avaient tendance à nous dire que la nuit, comme les températures baissent, eh bien, l'intensité des feux a tendance à diminuer également. Sauf que lorsqu'on est en période effectivement de forte chaleur et de canicule, comme on a pu le vivre il y a quelques semaines, eh bien, la nuit, les températures ne baissent pas forcément. Non, pas encore. Et on est effectivement encore dans des journées qui sont très longues et dans des nuits qui sont encore assez courtes, hein, même si tout cela est en train de se rallonger au niveau des nuits. Mais pour autant, effectivement, vous avez raison, au cours de la nuit, on perd quelques degrés, même si les valeurs en fin de nuit sont tropicales, c'est quand même 10 à 12 degrés de moins. Donc effectivement, c'est beaucoup plus supportable, ça baisse l'intensité des feux et évidemment, la situation est plus confortable pour les interventions que l'on peut voir depuis quelques jours sur l'ensemble de ces secteurs. Donc oui, quand la nuit le vent faiblit, quand la nuit les températures perdent 10 degrés, on retrouve des conditions plus favorables pour intervenir sur l'ensemble de ces feux. Mais effectivement, comme les températures vont rester à plus de 40 degrés dans l'après-midi de ce mercredi, dans la nuit de mercredi à jeudi, le mercure va encore rester très élevé. Donc la nuit de mercredi à jeudi s'annonce difficile, mais les nuits d'après, même si effectivement dans les journées, le mercure va grimper à plus de 30 degrés, donc au meilleur de l'après-midi et à l'ombre, en revanche, les nuits qui entourent ces journées, le mercure sera dans des températures beaucoup plus raisonnables et surtout, comme on sera dans des conditions anticycloniques, il y aura bien moins de vent. Patrick Marlière, on a connu des épisodes de canicule dans le passé, on a tous en tête évidemment la canicule de 2003. Qu'est-ce qui explique en revanche que cette année, les vagues de chaleur, les vagues de canicule se succèdent et sont aussi nombreuses depuis le début de cet été, depuis la fin du mois de mai, une succession de vagues de chaleur et de vagues de canicule qui semblent s'étaler sur toute la durée de l'été? Je peux vous dire que ça ne surprend pas les météos que l'on ait des canicules aussi importantes, ça ne surprend pas les incidences de cette canicule sur les différents événements et notamment les feux de forêt, ceux qu'on avait connus aussi en 2022. Mais effectivement, depuis 2003, on n'avait jamais connu un épisode de forte chaleur aussi important. On croyait que celui qu'on avait eu du mois de juillet allait ensuite nous laisser un peu tranquille. Eh bien, quand je regarde les prévisions du mois d'août, parce qu'en 2003, c'était pendant la première quinzaine d'août, les températures resteront toujours aussi élevées. Pas de canicule, mais de la sécheresse tout le temps. Pas la moindre goutte d'eau, je regardais sur Bordeaux, dans les 15 jours à venir, à part peut-être en cours de nuit 3-4 gouttes sous une averse. Mais effectivement, ce qui perturbe cette situation, c'est que depuis quelques années, on annonçait que les températures allaient grimper vraiment en flèche. Et ça, c'était dû effectivement au réchauffement climatique. J'ai l'impression que ça surprend beaucoup de personnes autour de nous, en tout cas en dehors des météos, en dehors des personnes du GIEC et du CNRS, parce que ça fait des années, des dizaines d'années que l'on annonce qu'à un moment donné, ça va bloquer, quoi, parce qu'effectivement, là, 4 épisodes de canicule, et c'est pas terminé, parce que l'été n'est pas terminé, vraiment, on va devoir s'affronter à ce type de situation. Et les vraies inquiétudes, et ça a été mis parfois dans des articles de presse, de dire, est-ce que c'est l'été le plus frais des décennies à venir, parce que est-ce qu'on va devoir affronter ce type de situation dans des années à venir? C'est là aussi la question la plus importante, et malheureusement, quand on regarde les tendances à moyen et à long terme, les modèles météo ne vont pas au-delà, donc pour autant, ça se dessine, et même si le GIEC avait revu un peu à la baisse le réchauffement climatique en cette fin de siècle, pour autant, là maintenant, si on fait ces recalculs, je pense qu'on va revisiter cette hausse du mercure qui va nous concerner pendant les décennies à venir et qui va bien sûr impacter tous les phénomènes météorologiques qui les accompagnent. Merci beaucoup Patrick Marlière pour ces prévisions, pas très optimistes, disons-le, mais elles ont le mérite d'être claires et précises. Merci à vous, météorologue, pour ces prévisions en direct sur CNews et sur Europe 1. Les semaines à venir seront dures, c'est ce que l'on comprend lorsqu'on entend Patrick Marlière. Et c'était les mots hier d'Emmanuel Macron en déplacement en Gironde, le président de la République qui a annoncé effectivement ces
ces semaines à venir difficiles. On reste unis, a dit le chef de l'État, on se bat pour gagner la bataille. Il avait annoncé également que le feu dans les Landes était désormais fixé. On va quitter la région Nouvelle-Aquitaine, on va partir en Haute-Corse, rejoindre la correspondante de CNews, Christina Luzzi, du côté de Corté, autre région, autre secteur touché par les flammes, touché par les incendies. Incendie également fixé du côté de la Haute-Corse, comme va nous l'expliquer Christina. À Corté, le feu a repris dans un secteur particulièrement difficile d'accès. Ici, le relief complique fortement l'intervention des secours car les moyens terrestres ne peuvent pas atteindre la zone concernée et l'hélitreuillage a été écarté car la manœuvre est jugée trop dangereuse pour les équipes engagées. L'intervention se concentre donc désormais depuis les airs, mais ce n'est pas une mince affaire car les zones sont très enclavées, très escarpées et même les moyens aériens ont du mal à travailler sur le secteur. Actuellement, 3 hélicoptères et 2 Canadair effectuent des rotations pour tenter de contenir les flammes et empêcher une nouvelle propagation de l'incendie. La situation reste donc sous étroite surveillance et le dispositif pourra être renforcé à tout moment en fonction de l'évolution du feu et des conditions météorologiques. Cette reprise complique encore les opérations dans une zone où, je vous le disais, l'accès reste extrêmement limité. Voilà, Christina Luzzi, donc en direct depuis la Haute-Corse, depuis la région de Corté, où les feux ont également repris dans cette région avec toutes les difficultés. Mais évidemment, on parle beaucoup de la Gironde, mais cette année est particulièrement désastreuse en ce qui concerne les incendies. Depuis le début de la saison, ce sont plus de 116 000 hectares de végétation qui sont partis en fumée. C'est absolument gigantesque. On est avec Vincent Epp, qui est directeur de camping à Saint-Aubin. Merci d'être en direct avec nous sur CNews, Vincent Epp, et sur Europe 1 dans Punchline. Alors, racontez-nous, expliquez-nous un petit peu ce qui se passe. Vous êtes dans un camping qui a été totalement évacué. C'est-à-dire que vous êtes actuellement dans un centre de vacances désert, disons-le. Ah si, je suis encore présent. C'est pas tout à fait désert. Pas tout à fait désert, vous avez raison. Non, alors on est situé à Lacanau-Océan, exactement. Donc voilà, on n'est pas à Saint-Ombin, donc on a été évacué ce matin, voilà, dans le calme, et on a évacué à peu près 1000 vacanciers directement ce matin à partir de 9h et jusqu'à midi. Et donc ça s'est fait dans le calme, la bonne humeur un peu moins, pas dans la bonne humeur. Voilà, on avait un peu de tristesse et d'amertume, mais bon, écoutez, ça s'est plutôt bien déroulé ce matin. Je disais même un centre de vacances fantôme, même si je vois qu'il y a quand même quelques personnes qui travaillent. On a quelques saisonniers qui sont encore là. Voilà, on doit assurer quand même une permanence, puisqu'il s'agit vraiment des touristes qui sont partis. Nous, on a encore quelques salariés, naturellement, qui doivent assurer la permanence téléphonique, la permanence des mails, pour répondre à tous les clients qui sont partis, qui se posent plein de questions aussi au niveau de leur séjour, et tous les clients qui étaient censés arriver mercredi, samedi et dimanche prochain, et naturellement sur qui il faut apporter des réponses assez précises sur ce qui va se passer, même si c'est vrai que pour l'instant on a très très peu de visibilité sur la suite des événements. Alors je le dis pour les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent, le paysage derrière vous est un paysage évidemment de vacances, un paysage qui fait rêver en cette période estivale avec les palmiers derrière vous. Vous avez l'air d'avoir un très joli centre de vacances, Vincent. Et évidemment, ça apporte beaucoup de tristesse de se dire qu'en plein milieu de l'été, nous sommes le 28 juillet, aujourd'hui un centre de vacances comme le vôtre est totalement désert. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Parce que évidemment que là, pour le moment, la priorité, c'est de préserver la vie humaine, c'est évidemment de poursuivre les évacuations lorsqu'elles sont nécessaires, c'est d'arriver à bout de ces incendies qui sont particulièrement désastreux, notamment en Gironde, mais viendra l'étape d'après. L'étape d'après qui sera celle du bilan et malheureusement du bilan économique en cette période estivale. C'est vrai que la priorité est vraiment à la fixation, à la maîtrise de cet incendie qui a lieu au sud du lac de Lacanoville. Nous ici à l'océan, on est un petit peu moins concernés puisqu'on a au moins une dizaine de kilomètres qui nous séparent de Lacanoville. Il y a bien deux parties, Lacanoville et Lacano-Océan. Mais c'est vrai que du coup, ça a été un peu le choc ce matin au réveil. On pensait pas honnêtement qu'on serait évacué parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de distance. Et puis ici, on ne ressentait pas trop les effets. Malgré tout, on a été évacué de façon préventive. On est
parfaitement reconnaissant avec tous les pompiers, tous les agriculteurs. Là, j'ai pris encore la route hier dans le coin de la Canoville et on voit tous les agriculteurs qui sont vraiment, et tous les pompiers, toutes les forces de l'ordre qui sont à fond. On voit aussi des A400M l'A400M passer au-dessus du camping régulièrement. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de moyens engagés et ça fait plaisir. Mais c'est vrai que ce matin, devant ce camping désert, vers midi, ça fait vraiment bizarre. En plein milieu de la saison estivale, ça nous coupe un peu l'herbe sous le pied, mais bon, écoutez, il faut des crises, on en a vécu, on a eu le Covid, là on a les incendies, on arrivera à s'en remettre, même si c'est vrai que c'est un coup dur pour la profession, c'est un coup dur pour le tourisme, et c'est un coup dur aussi pour notre belle région, avec tous ces pins, etc. Donc c'est pas facile. Au total, ce sont plus de 4000 vacanciers qui ont été évacués du côté de Lacanau. Alors vous me disiez tout à l'heure que vous étiez près de 1000 vacanciers au sein de votre centre de vacances. C'est un grand centre de vacances, donc c'est un camping important. On est effectivement, il y a 4 gros campings sur Lacanau et Lacanau Océan. Et donc, avec nos confrères juste en face, on a des grosses capacités d'hébergement, puisqu'ici, on accueille jusqu'à 2300 vacanciers au plus haut de la saison, ce qui est aussi le cas du camping juste à côté du nôtre. Donc, c'est vrai qu'on a, à 2, on est déjà pratiquement à 4000 en termes de capacité d'accueil. Donc, ces 4 campings, l'évacuation a été ordonnée des touristes ce matin. Ça a été réalisé de façon parfaitement calme. Et puis, on avait aussi des clients qui n'étaient pas véhiculés et donc la mairie a affrété directement des bus pour les emmener à Bordeaux et à la gare. Et donc ça s'est plutôt bien déroulé. Comment s'est passé alors pour vous? Comment s'est passée l'évacuation ce matin? Racontez-nous un petit peu dans le détail, parce que c'est intéressant pour les téléspectateurs et les auditeurs. Comment est-ce que ça s'est passé? Vous nous dites, vous avez été avertis tôt ce matin, c'est ça? Alors, on a été averti par la mairie directement avant les messages FR Alert que l'on peut recevoir sur les téléphones. On a été averti à 9h, à peu près une demi-heure avant les messages, pour nous permettre de nous organiser, de préparer l'évacuation. Il faut savoir que c'est un exercice qu'on avait déjà pratiqué en entraînement samedi, puisque c'est vrai qu'au vu de la situation, on s'était préparé à cet événement-là. Et les procédures étaient prêtes. En fait, les procédures sont prêtes depuis les incendies de la Teste, notamment, où on a vraiment renforcé notre travail sur les procédures d'évacuation. Là, on est sur une évacuation préventive. Donc, je veux dire, ça s'est passé dans le calme. On a vraiment on a mis en œuvre tout ce qui était nécessaire. On avait des guides fil, on avait des coups de fil, on avait tout le personnel qui était sur le pont et on a fait le tour du camping, dans le calme, tout simplement, pour alerter les gens que nous étions évacués. Et on a demandé aux gens, ils nous ont dit, alors, qu'est-ce qu'on fait? On laisse des affaires sur place, on prend tout, on prend pas tout. Je dis, si, vous prenez tout, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que vous pourrez revenir. Je pense que les vacances sont finies, malheureusement pour vous, et donc ils ont pris le temps de remballer leurs affaires. Alors certaines personnes ont mis quelques heures puisqu'il y a des grosses caravanes, des grosses installations, mais globalement tout le monde a mis environ 2 heures, 2 heures et demie pour partir. Entre 9h30 et midi. À midi, on était totalement évacués. Il y a des personnes qui me demandent ce que sont, parce qu'on en parle beaucoup, ce que vous appelez les messages FR Alert. Les messages FR Alert, ce sont des messages sur le téléphone sans qu'on ait besoin d'installer aucune application. Hein, c'est ça. Ce sont des messages Absolument. Qui arrivent instantanément et qui font sonner le téléphone. Absolument. En fait, on a 2 salves de messages, donc quand même il y a un rappel. C'est vrai que je pense que ça doit être géolocalisé. C'est ça. Et on a tous reçu ce message ce matin. Et on n'a rien besoin. C'est important de préciser, il n'y a absolument rien besoin d'installer sur son téléphone. Pas du tout. Aucune application, rien du tout. On a reçu ce texto, donc c'est quand même quelque chose de très très efficace. Il faut le reconnaître. Et donc en fait, qu'en réalité, quand on a demandé l'évacuation aux clients, en fait, il y avait déjà plein de clients qui avaient reçu le texto. Et donc, ça s'est vraiment réalisé de façon assez progressive. Ouais. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, ce système FR Alert fonctionne très, très bien. Et puis, le texto est assez explicite. Et on a un rappel à peu près 10 minutes plus tard. Après, on a le relais des gendarmes, on a le relais de la protection civile, on a le relais des pompiers, on a le relais de la police municipale qui vient s'assurer que la manœuvre se passe dans le calme et que tout le monde a évacué correctement et que les procédures sont respectées. Ça a été le cas ce matin. Bon, écoutez, merci beaucoup Vincent, directeur de camping à Saint-Aubin, donc à côté de Lacanau. Merci à vous d'avoir été en direct avec nous sur CNews et sur Europe 1. On va partir à Sainte-Hélène actuellement, retrouver à Lacanau, pardon, on reste dans le coin. À Lacanau, on va retrouver Nicolas Roger et Malo Steiner. Nicolas Roger qui est en train d'acheminer de l'eau, c'est bien ça, de l'eau pour les pompiers. Racontez-nous, Nicolas.
Oui, tout à fait. Tout à l'heure, on était au point de ravitaillement d'eau à Lacanau. Et puis, c'est là que des citoyens, des locaux sont partis récupérer de l'eau, qui sont ici. Regardez, un cube rempli d'1 tonne d'eau, un deuxième juste ici. Et en fait, voilà, ces citoyens vont acheminer cette eau jusqu'à la commune du Mistre, qui se situe à quelques kilomètres. C'est là que des feux, des reprises se déroulent. Et alors, aussi, il faut savoir qu'ils ne vont pas seulement ravitailler les pompiers en eau, ils peuvent aussi s'arrêter s'ils voient des fumerolles sur le bord de la route pour les éteindre par eux-mêmes, par leurs propres moyens. Il faut bien comprendre ici que la mobilisation est totale. On a vu 4 Canadair passer au-dessus de nos têtes, revenir, repasser. On a également vu, regardez ces camions de pompiers qui reviennent justement de la commune du Mistre, là où ce camion doit terminer son chemin. Donc voilà, vous avez compris. Regardez, ici c'est un petit peu désert, mais ils ont réussi à passer, à avoir l'autorisation pour aider les pompiers, car ici la mobilisation est totale pour sauver la commune de Lacanau du feu. Ces personnes donc qui acheminent de l'eau en direction des pompiers, ce sont des agriculteurs, des habitants de Lacanau, qui sont-ils ? Alors sur le point de ravitaillement, il y a effectivement des agriculteurs qui aident et qui ont des camions, des tracteurs avec des citernes bien plus conséquentes. Mais là, on parle bien de locaux, de citoyens qui tiennent à sauver leur activité, aussi leurs habitations. Là, on parle vraiment de citoyens lambda, en fait, des citoyens courageux qui tentent de sauver leur commune. Des bénévoles, voilà, qui ont envie d'agir au plus près des pompiers pour leur venir en aide, pour leur apporter du soutien, et puis parce qu'il y a évidemment besoin à un moment donné de se serrer les coudes et de tous s'y mettre pour arriver à combattre ce méga feu dans une situation particulière, avec des conditions météo qui sont particulièrement défavorables aussi. Il vous reste combien de kilomètres là avant d'atteindre votre destination, Nicolas ? Là, on y est à peu près dans 5 minutes. Il reste 1,5 km parce qu'on était à 2 km du point de ravitaillement d'eau. Forcément, la circulation est un petit peu lente, mais on est à quelques minutes, à même pas 5 minutes de l'endroit où ils vont pouvoir ravitailler les pompiers. Bon, eh bien, merci beaucoup Nicolas, merci à vous avec Malo Stener qui vous accompagne depuis Lacanau sur ces feux, avec ces habitants, ces bénévoles qui viennent au secours des pompiers pour les aider justement, pour leur apporter du soutien et cet élan de solidarité absolument formidable. On va retrouver pour terminer Régine Delfour et Florian Doré qui sont toujours à Le Temple, dans cette commune où un feu a repris malheureusement de plus belle, avec des flammes très importantes. Il y a énormément de fumée, je le décris pour les auditeurs, Régine, énormément de fumée autour de vous, et l'intervention en ce début de soirée des Canadair, Régine. Oui, Michael, il y a énormément de fumée noire qui s'échappe devant nous. En fait, si c'est de la fumée noire, c'est parce qu'il y a du combustible, c'est sûrement de la fougère et puis des pins qui sont en train de brûler. Mais il n'y a pas que cette reprise de feu là où nous nous trouvons, Michael. En fait, nous sommes cernés par plusieurs reprises de feu. Les Canadair qui sont passés tout à l'heure, en fait, ils étaient en train de noyer une autre reprise de feu. Et on voit à l'écran que donc cette fumée est blanche. C'est quand ils sont intervenus plus loin, on a encore des fumées noires, ça veut dire qu'il y a du combustible. Et derrière nous aussi, il y a encore une nouvelle reprise de feu. En fait, c'est vraiment un paysage mais apocalyptique qui est en train de se passer ici. Nous sommes cernés par des reprises de feu ici au Temple. Nous sommes sur un champ de maïs et tout autour de nous, en fait, il y a 4 reprises de feu. Alors c'est pour vous dire, Michael, que la nuit va être extrêmement compliquée, puisque vous le savez que les moyens aériens ne peuvent pas survoler la nuit. C'est beaucoup trop dangereux. Donc les sapeurs-pompiers vont être mobilisés et on sait que cette nuit va être extrêmement compliquée, Michael. Effectivement, nuit difficile avec ces conditions météo, la chaleur, avec également l'humidité qui est au plus bas. Merci beaucoup Régine Delfour, Florian Doré pour cet incendie. J'allais dire Florian Doré, oui, pour les images actuellement avec ces flammes. Merci à tous les deux. C'est la fin de ce punchline spécial consacré aux incendies en France. Merci à toute l'équipe. L'actualité continue bien sûr dans un instant sur CNews avec Elliott Deval pour l'heure des Pro 2, sur Europe 1 Soir présenté par Hélène Rouet. Belle soirée sur nos 2 antennes et à demain.